Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Dans le forum de la presse aujourd'hui, on parlera d'élections législatives, du mécanisme opérationnel de coordination MOC qui connaît des difficultés et enfin de l'inauguration cette semaine au Mali du centre de chirurgie cardiaque pour enfants. Et nos invités sont Boubacar Païtao. Bonsoir. Et Boubacar Païtao est journaliste à l'hebdomadaire d'information Aujourd'hui. Lafia Di Mafa Sinaba, il est journaliste écrivain à l'Éveil Hebdo. Bonsoir. Bonsoir. Et le troisième invité a pour nom Suleiman Drabo, ancien éditorialiste à l'Essor. Il sera là au téléphone avec nous. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous, chers confrères. Le grand dialogue. Les élections législatives pourraient se tenir le 25 novembre pour le premier tour et le 16 décembre 2018 pour le second tour. Ce report de la date, initialement prévu pour les 28 octobre et 18 novembre 2018, résulte selon le gouvernement des difficultés à avoir certains documents administratifs. Alors, Boubacar Païtao, quelle est votre analyse sur la tenue de ces législatives? Donc, merci M. Sidibé. Merci à l'ensemble des auditeurs de Studio Tamani. Bon, par rapport à votre question, je crois que juste après l'élection présidentielle, suivie de beaucoup de contestations, le gouvernement, dans la précipitation, a fixé les dates des prochaines législatives, tout en oubliant que, pour formaliser les actes de candidature, il faut fournir un certain nombre de pièces, et ces pièces ne sont fournies que par des magistrats, qui pour le moment, qui sont en grève illimitée. Moi, donc, maintenant, la première analyse que moi j'ai faite, c'est que le gouvernement, vraiment, a fixé ces dates dans la plus grande, précipitation, et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'est comme un système de pilotage en vue, parce qu'il fallait réunir d'abord tous ces éléments. Est-ce que c'est possible de tenir compte tenu de la situation actuelle du pays? Est-ce que c'est facile pour les candidats de fournir les pièces y afférentes pour la candidature? Maintenant, même dans les zones, dans certaines localités du pays, l'accès à certaines localités du pays, même pour faire les actes de candidature, moi je pense qu'il fallait mettre tous ces éléments ensemble avant de fixer une date. Maintenant, bon, aujourd'hui, le gouvernement vient de donner raison, bon, pas raison, mais il vient que les magistrats viennent de marquer un point, parce que si la grève aujourd'hui des magistrats est à la base de ce report, ça veut dire que les magistrats ont gagné un point. Donc le gouvernement, avant de se projeter sur une éventuelle date, devrait mettre tous ces éléments ensemble. Maintenant, si il fallait partir de report à report, maintenant, c'est-à-dire avancer toutes sortes d'arguments, sauf l'argument aujourd'hui des pièces à fournir, parce que les casiers judiciaires aujourd'hui et les certificats de nationalité ne sont livrés, délivrés que par des magistrats qui sont en grève illimitée. Donc il fallait, ça a été fait dans la précipitation, et vraiment, voilà, donc ça a permis aux magistrats aujourd'hui de gagner du point, et maintenant ce qui est sûr, c'est qu'ils vont durcir le temps. Okay. Lafia Di Mafa Sinaba, votre analyse? Bon, moi, mon analyse, je la situe à deux niveaux. En un premier temps, je vais peut-être rejoindre mon ami et confrère Païtao. C'est qu'une corporation aussi essentielle, aussi sensible que celle des magistrats ne peut pas aller en grève illimitée depuis combien de jours sans qu'il y ait une certaine réaction de la part de l'État. Donc, comme il l'a dit, quelque part, c'est une victoire en soi pour les magistrats. Mais du point de vue purement politique, je pense que, puisqu'on est encore dans le délai légal, dans le délai constitutionnel, parce que les députés, ils ont le temps jusqu'au 31 décembre. Donc, je pense que ce report, même si quelque part c'était prévisible,
ce n'est pas de nature à s'affoler, entre guillemets. Mais mon inquiétude par rapport aux législatives, c'est surtout l'opérationnalisation de certaines régions. Quand je prends le cas de Taoudéni ou de Ménaka, les régions, les cercles, donc les circonscriptions qu'on doit obtenir à partir de ces nouvelles régions, je me dis comment on va faire. Ça aussi, c'est une autre équation à mon avis. Ok. Souleymane Drabo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est votre analyse sur la tenue de ces législatives? Et moi, je pense que la raison donnée par le gouvernement, la raison relative au casier judiciaire et à d'autres documents administratifs, c'est, comment on peut dire, une raison d'opportunité. Parce que c'est vrai que les candidats n'ont pas eu le temps de trouver ces documents à cause de la grève des magistrats. Mais en fait, à mon avis, le gouvernement, lorsqu'il avait fixé les premières dates, il savait déjà que ces premières dates n'allaient pas pouvoir être respectées. Pour la bonne raison qu'il y avait le problème du découpage et de l'officialisation des nouvelles circonscriptions des régions de Ménaka et de Taoudéni. Et il y avait un problème de sécurité qui se pose parce que pour la présidentielle, le Mali est une circonscription unique, pour les législatives, ce n'est pas le cas. Et dans le centre du Mali, les législatives, dans le climat sécuritaire actuel, allaient être très difficiles à être menées. Donc, dès le départ, je pense que le gouvernement savait que la discussion allait se soulever sur le report de ces élections, aussitôt que la discussion allait être entamée avec les partis politiques. Et il y a un argument de plus, je pense. Les partis politiques, au sortir de la présidentielle, ces partis n'ont pas beaucoup d'argent. Les caisses sont plutôt vides. Et donc, avoir un petit délai supplémentaire avant de se lancer dans les dépenses pour les législatives, ce délai est bienvenu. Oui, donc. Allô, Souleymane? Oui. Voilà. Comment voyez-vous la résolution du problème de la magistrature? Ça, c'est le problème quand même qui est connu. Vous avez touché tantôt aussi le cas des nouvelles circonscriptions. Comment vous voyez encore la résolution de ce problème-là? Bon, moi, je pense que le gouvernement vient d'être nommé et une de ses premières tâches va être de discuter avec les magistrats et de répondre aux revendications des magistrats, parce que ça avait été déjà fait une première fois et les engagements qui avaient été pris, si on en croit les magistrats, n'ont pas été respectés. Donc il faut que la discussion reprenne et qu'un terrain d'entente soit trouvé. Je pense qu'il y a eu assez de médiations qui ont été engagées de part et d'autre pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Si de part et d'autre, il y a la bonne foi. Alors, Mafa, est-ce que vous pensez que le problème de circonscription pourra trouver sa solution d'ici là? À mon avis, ça ne sera pas facile, pour ne pas dire que ça sera impossible, parce qu'il y a un certain nombre de réformes, à mon avis, qu'il faudrait envisager. Et d'ici décembre, je vois très mal ces réformes réalisées. C'est là où je disais que ces reports étaient prévisibles et que pour le 31 même, j'en doute vraiment. Et c'est là où ça risque de nous poser de problèmes, parce qu'au-delà du 31, la Cour constitutionnelle ne prévoit pas une prolongation du mandat des députés. La Cour constitutionnelle a même rejeté parce que là-dessus, il n'y a aucune disposition qui en parle dans la Constitution ni la loi. Donc, je pense on doit faire extrêmement attention. On risque d'aller vers une situation chaotique, à mon avis. Alors, Peitao, quel est le schéma qui se dessine dans cette perspective? Bon, moi, je pense que avec les nouvelles, c'est-à-dire que la nouvelle découpage territorial, moi, je pense que moi, de mon point de vue, ça ne doit pas poser de problème. Si aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les réformes nécessaires ne nous permettent pas de prendre en charge les nouvelles circonscriptions créées, on va faire avec ce que nous avons. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que l'accès à ces zones-là, c'est-à-dire que par exemple, c'est-à-dire que particulièrement, c'est-à-dire que le centre, certaines localités du centre et du nord du pays, c'est-à-dire que compte tenu de la situation sécuritaire. Et c'est-à-dire que l'autre équation, ça c'est la grève des magistrats. Et maintenant, aujourd'hui, la grève des magistrats,
C'est-à-dire que lors d'une conférence de presse, les magistrats ont été très clairs. C'est-à-dire que les points sur lesquels aujourd'hui, c'est-à-dire que ces points ont déjà fait l'objet d'accord avec le gouvernement. Maintenant, l'État étant une continuité, je crois qu'il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire que ces points de revendication, ou encore donner un délai par rapport à l'exécution de ces points. Voilà tout le problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on ne peut pas, c'est-à-dire que opérationnaliser ces élections, c'est-à-dire que ces nouvelles circonscriptions, compte tenu de tout ce que nous savons, voilà, maintenant, il faut faire avec ce que nous avons. Ça sera compliqué. Oui, non, c'est pas compliqué parce que... Il y a aussi, si vous permettez à ce niveau, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui prévoit également une réorganisation. Oui, mais maintenant, c'est-à-dire que nous sommes face à un schéma. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle aujourd'hui rejette toute possibilité, c'est-à-dire de prolonger le délai de 6 mois. C'est-à-dire que l'Assemblée. Maintenant, si on s'en tient à cette position de la Cour constitutionnelle, maintenant, qu'il faut-il faire? Est-ce que le soir du 31 septembre, c'est-à-dire que le soir du 31 décembre, maintenant, est-ce qu'on n'aura plus d'Assemblée nationale au Mali? Voilà toute la question. Maintenant, moi, je pense que c'est l'une de... Si c'est impossible aujourd'hui de mettre en œuvre toutes ces circonscriptions-là, parce que l'accord, moi, je ne parle même pas de l'accord, parce que on a brûlé, aujourd'hui, on a brûlé beaucoup d'étapes. On a brûlé beaucoup d'étapes par rapport à l'accord. Moi, j'ai tout le temps dit, l'accord là aujourd'hui est périmé. Voilà, l'accord est périmé, il faut l'actualiser. Maintenant, moi, par rapport à ces élections, c'est-à-dire que le nouvel découpage et l'autre là, c'est-à-dire la grève des magistrats qui bloque en fait, c'est-à-dire que la tenue. Maintenant, moi, je pense que ces 2 points, le gouvernement a la solution. Si on ne peut pas prendre en compte, c'est-à-dire que les nouvelles circonscriptions, maintenant, on fait avec ce qu'on a. Et on avance. D'accord. Parce que le pays ne va pas s'arrêter. Vous aurez le temps de réagir, le temps d'aller vers Souleymane Drabo. Souleymane Drabo, la Cour constitutionnelle a bien sûr rejeté la demande de prolongation du mandat des députés. Est-ce que selon vous, ne va-t-on pas vers une vacance de l'Assemblée nationale? Mais, si on se souvient un peu de ce qui s'est passé en 2012, en 2012, il y a eu le coup d'État, donc le coup d'État de 2012, donc un cas de force majeure, voilà, un cas de force majeure. Et l'Assemblée nationale a continué à fonctionner. Pourtant, elle a voté une loi qui prolongeait son mandat propre. Donc, sur le plan historique, on a déjà connu cette situation-là. Je ne dis pas que ça va se représenter, mais moi, je pense que dans l'état actuel des choses, si le gouvernement veut respecter les prescriptions légales qui ont été rappelées par la Cour constitutionnelle, il va peut-être falloir organiser ces législatives en 2 temps. Tout le monde va voter, sauf les régions de Ménaka et de Taoudini, qui, elles, vont voter au moment où les limites de circonscription seront fixées légalement. Mais là encore, ça pose un gros problème, parce que le fichier électoral aussi est découpé selon les régions, selon les circonscriptions. Et donc, tant qu'on n'a pas fait le redécoupage officiel en entier, ça va être très difficile aussi de faire des élections en 2 temps. Donc moi, je ne vois pas vraiment de solution satisfaisante à 100% pour tout le monde en faisant des législatives d'ici la fin de l'année. Ok. Alors, Mafa, quel est le schéma qui se dessine selon vous? C'est le schéma du blocage, hein, parce que je pense que c'est ce que je voulais dire en quelque sorte, en partie ce que le doyen vient de dire. Parce qu'en n'allant pas aux élections avec les nouvelles circonscriptions électorales, dans la mise en œuvre de l'accord, ça risque de poser des sérieux problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Situation exceptionnelle, soit il y aura la vacance des députés, ce qui est très très grave dans un pays, un État démocratique, en temps de démocratie, soit il y aura cette vacance des députés, vacance à l'Assemblée nationale, soit on prolonge exceptionnellement comme on l'a fait en 2012, une situation d'exception, comme on est devenu malheureusement un pays d'exception depuis quelques années maintenant. Mais je pense que
quelque part, c'est les gouvernants qui n'ont pas été prévisibles. Ils devaient tenir compte de tous ces aspects et anticiper. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Sinon, on savait très bien que ce problème allait se poser. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau du Forum de la presse de ce vendredi 14 septembre avec nos invités Boubacar Peitao, il est journaliste à l'hebdomadaire d'information Aujourd'hui. Lamfia-Di Mafa Sinaba est journaliste écrivain à l'Éveil Hebdo et Suleiman Drabo est ancien éditorialiste à l'Essor. Alors, Mafa, quel est votre point de vue sur la non-disponibilité des quittances dans les zones non sécurisées? Parce qu'il y a ce problème qui se pose dans certaines zones telles que Gourmara-Rousse. La quittance pour les dossiers de candidature. Tout ça, c'est la faiblesse de l'État, l'absence de l'État qui fait que malheureusement on continue les situations, les populations, les citoyens continuent à souffrir dans certaines localités. Sinon, si l'État, l'administration était présent comme on aurait souhaité, je pense que ce problème n'allait pas se poser. Donc vous voyez que c'est un plus en dehors de la grève illimitée des magistrats. C'est inimaginable dans un pays là où on se targue, on se tape la poitrine en disant que voilà, l'État est présent partout, à travers, même dans les zones où l'administration n'y est pas, à travers les groupes de sécurité intérimaire. Malgré tout ça, des candidats n'arrivent pas à accéder à des quittances pour se présenter. C'est vraiment déplorable. Alors, Suleiman Drabo, il nous a été donné de constater quand même qu'il y a des zones où la quittance manque cruellement, telles que dans les zones de Gourmara-Rousse. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je trouve assez malheureux de déplorer cette absence de quittance dans ces endroits quand une bonne partie de toutes ces régions, les enfants sont privés d'école, les populations sont privées de santé, il n'y a pas de sécurité dans le secteur. Parfois, il y a des endroits où même les activités économiques sont en train de mourir parce que on ne peut pas circuler en moto, parce qu'on ne peut pas cultiver en sécurité ces champs. Donc l'absence de quittance, c'est vraiment un détail très secondaire par rapport au sort qui est fait aux populations dans ces régions du Mali, ces populations qui doivent se sentir bien outillées et auxquelles on pense qu'au moment où il faut payer, il faut remplir des quittances. Donc ce n'est pas un détail important. Une réaction? Oui, bon, maintenant, moi je pense que ça c'est le détail, parce que du moment où l'État est complètement absent, parce que c'est ce qu'il faut dire, parce que la réalité, bon, ça c'est des discours politiques en disant que l'État est présent partout, mais la réalité sur le terrain, c'est que l'État est totalement absent. Maintenant, si l'État est absent, maintenant tout document, c'est-à-dire qu'il y a affaire, c'est-à-dire à la présence de l'État. Maintenant, il va de soi que, c'est-à-dire que maintenant, bon, comme c'est-à-dire que le doyen vient de dire, pour moi, vraiment, ça, c'est des détails. Nos populations souffrent d'autres choses. Et toute cette situation, c'est-à-dire, sous cette situation, c'est-à-dire si on jette un regard, c'est que dans ce jeu, c'est-à-dire que les groupes armés, signataires et non signataires, l'État, c'est-à-dire qu'il y a un manque de sincérité là-dedans. Il y a un manque de sincérité là-dedans. Aujourd'hui, malgré la signature de l'accord, les groupes armés, c'est-à-dire que n'envisage pas jusqu'à présent de revenir dans le giron de l'État. Et l'État, en tant que, c'est-à-dire que autorité légitime, ne s'affirme pas, n'a pas de position par rapport à la gestion de la situation. Voilà tout le problème. Donc, tant que l'État est absent, maintenant, tous les documents qui doivent être fournis par les agents de l'État, mais il va de soi que ça soit que nous vivons cette situation-là. Voilà. D'accord. Nous allons retrouver notre second thème. 3 ans après la signature, l'accord d'Alger peine à se mettre en œuvre selon certains. Et des doutes planent sur l'avenir du processus. Attaque contre les camps du mécanisme opérationnel de coordination MOC et ses responsables, retard du DDR et nombre non atteint encore de combattants pour l'opérationnalisation du MOC. Alors, Mafa Aïdara, Mafa Sinaba, quels sont les défis liés à l'opérationnalisation de ce MOC-là de nos jours?
Les défis, ils sont nombreux à mon avis. Mais le plus, à mon avis, il y a une sorte de manque de confiance, de cohésion. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'autre jour avec la mort d'un officier de la CMA à Tombouctou. Donc le défi, c'est de pouvoir vraiment, depuis, ça devrait être le cas depuis, les cantonner, les désarmer, les cantonner, procéder au véritable DDR. Malheureusement, c'est ce qui peine à arriver. Maintenant, est-ce que, comme Païtao l'a dit, les acteurs qui sont en jeu sont réellement sincères? Voilà toute la question. Parce que je suivais une petite vidéo là où des gens du MOC et des militaires, des casques bleus, entamaient une discussion jusqu'à ce qu'ils sont allés à les traiter de complices. Et l'agent de casque bleu dit que le mot complice est fort, qui peut peut-être leur reprocher le fait qu'ils sont parfois inaptes. Le fait que parfois ils n'agissent pas à temps ou encore ils n'agissent pas, mais que le mot complice lui paraît fort. Donc je vois à ce niveau qu'il y a une sorte de méfiance encore entre les acteurs à ce stade de la signature de l'accord. Bon, vraiment, c'est regrettable. Il faudrait qu'on aille à ça pour pouvoir aboutir vraiment à la paix. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Et de l'autre côté, le gouvernement n'aime pas entendre cela. Je le disais l'autre jour, quand l'autre a dit que l'accord est caduc, on a failli le faire remonter. Il a failli se faire voir, comme on le dit, on a voulu faire remonter les bretelles. Mais dans les faits, c'est vraiment le cas aujourd'hui. Il faudrait qu'on essaye de voir, quand je dis on, c'est l'ensemble des signataires, que l'on soit groupe armé, que l'on soit gouvernement, donc l'ensemble des parties maliennes, parce qu'on les appelle ainsi, mais également la communauté internationale, parce que c'est très facile de dire on veut des résultats. Parce que récemment, c'est ce que le Conseil de sécurité demandait à ce qui est qu'on puisse vraiment enregistrer des résultats probants, des résultats concrets dans la mise en œuvre de l'accord d'ici 6 mois. Mais dans ces conditions-là, je vois très mal qu'on puisse aller à cela. Or, beaucoup de choses sont liées à la mise en œuvre de cet accord-là. Okay. Alors, Souleymane Drabo, on voit qu'il y a un blocage du MOC tant à Gao, à Kidal qu'à Tombouctou. Mais est-ce que ces blocages-là actuels sont de nature à remettre en cause l'accord de paix lui-même? Il faut rappeler que chronologiquement, le MOC, c'est un élément qui vient au tout début de l'application de l'accord. Dans la partie transitoire de l'accord, dans les 2 premières années qui suivaient la signature de l'accord, les MOC auraient dû être mis en place. Parce que ces forces conjointes entre l'armée malienne et les groupes armés signataires de l'accord de paix, c'était des forces conjointes qui devaient assurer la sécurité des régions et permettre le DDR, le fameux désarmement, de mobilisation, réinsertion. Donc, c'était au tout début. Et on est 3 ans après la signature de l'accord, bien que le MOC de Gao, qui a été mis en place et qui fonctionne à peine. Donc, c'est à désespérer. Et comme l'a dit un des invités, un de mes confrères, il y a un manque sérieux de confiance entre les différentes parties. Ce manque de confiance, ça s'est manifesté par le refus des groupes armés, par exemple, ou bien ils ont traîné des pieds avant de déposer les listes des combattants qui devaient participer au MOC. Souvenez-vous de la manière dont le MOC de Kidal a été lancé. Il a été lancé avec une dizaine de militaires, en fait. Donc, quelque chose de dérisoire. Et ensuite, quand les MOC sont vraiment constitués, il faut les équiper, il faut les armer. Le gouvernement prend en charge une partie de l'équipement, mais l'armement des MOC vient des forces armées maliennes et des groupes armés. Les groupes armés doivent aussi contribuer en armes lourdes. Et là, ça a été un blocage total parce que des armes lourdes qui devaient venir des groupes armés ne sont jamais arrivées. Donc, on peut considérer que les MOC sont un résumé des difficultés que connaît l'application de l'accord de paix sur le terrain. Païtao, on a remarqué que le camp du MOC de Gao a été attaqué. Plus d'une 60aine quand même ont été tués et on peine à trouver des remplaçants pour ces gens. À Kidal, le nombre de combattants est non atteint et récemment, voilà maintenant qu'on attaque encore un officier à Tombouctou. À cela s'ajoute la manifestation de la CMFPRD
qui réclament encore d'être intégrés. Est-ce que ces blocages-là, selon vous, sont de nature à compromettre l'accord de paix? Oui, bon, effectivement, c'est les événements que vous venez de numérer tantôt sont vraiment des événements de nature à bloquer complètement la mise en œuvre de l'accord. Parce que pour la mise en œuvre de l'accord, l'élément essentiel, c'est que les parties doivent se faire confiance. Ça, c'est l'élément essentiel. Pour que moi, j'accepte de dormir, c'est-à-dire que sous la couverture de l'autre qui vient d'un autre mouvement et qui est chargé de ma sécurité, il faut que c'est-à-dire qu'il faut le minimum de confiance. C'est-à-dire qu'il faut cette confiance-là. Et malheureusement, les partis ne se font pas du tout confiance. Parce que chacun pense que, voilà, c'est-à-dire que si jamais, c'est-à-dire que je baisse les gardes, maintenant l'autre là va profiter. Si jamais je baisse les gardes, l'autre là va profiter. Maintenant, aujourd'hui, il est temps que les acteurs, c'est-à-dire que se mettent, c'est-à-dire que à table et discutent. Et que chacun, c'est-à-dire que ait la volonté d'aller à une paix réelle. La volonté d'aller à une paix réelle. Tant que cela n'est pas, maintenant, on va passer des années à tâtonner. Parce que l'autre là ne va jamais, peut-être que, même s'il faut amener, c'est-à-dire que les armes, c'est-à-dire qu'ils vont amener les armes défaillantes. C'est-à-dire qu'ils vont garder, c'est-à-dire que les meilleurs, c'est-à-dire que pour... Voilà, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, dans ce processus, il faudrait que chaque acteur comprenne qu'à l'état actuel de la situation, que personne, je dis bien personne n'a intérêt à ce qu'on installe le chaos sur cette partie. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les groupes armés les responsables des groupes armés, je dis entre guillemets, qui aujourd'hui pensent qu'ils tirent profit de cette situation, maintenant ça, ce n'est qu'éphémère. Maintenant, il va arriver un moment où il faut regarder ces enfants, il faut regarder ces femmes, c'est-à-dire que la souffrance dont, c'est-à-dire que ceux-ci, c'est-à-dire que sont confrontés. Maintenant, c'est-à-dire que les enfants ne vont pas à l'école, les activités économiques, c'est-à-dire que socio-économiques sont en train de s'arrêter petit à petit. Donc personne n'a intérêt aujourd'hui à installer le chaos. Il faudrait que chacun, parte d'abord sur cette dynamique. Après, maintenant, donc si nous convenons ensemble que personne n'a intérêt à ce qu'on installe le chaos sur cette partie, maintenant, c'est en ce moment que, c'est-à-dire que le processus réel va commencer. Parce que tant qu'il y a des partis qui continuent à croire que c'est dans ce chaos qu'eux ils tirent leur affaire, c'est-à-dire leur épingle du jeu, maintenant on va passer des années et des années à signer des accords qui ne seront jamais appliqués. Donc maintenant, aujourd'hui le processus, moi de mon point de vue, c'est-à-dire que l'accord, c'est-à-dire que 3 ans après la signature de l'accord, si on est à ce niveau, vraiment, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des difficultés énormes à mettre certains points de l'accord en œuvre. Aujourd'hui, les acteurs doivent se mettre à table et actualiser l'accord. Alors, on arrive aux pistes de solutions. Alors, selon vous, de façon pratique, que faut-il faire pour surmonter le blocage actuel? Maintenant, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Il faut, parce que quand vous regardez l'accord, les acteurs, tous les acteurs, c'est-à-dire que c'est-à-dire que cette appellation groupe signateur, groupe non signateur, moi je pense qu'on doit sortir de ça. À partir de maintenant, c'est-à-dire que faire un recensement de l'ensemble des groupes et maintenant tirer les choses au clair et maintenant amener l'accord et rediscuter l'accord, actualiser l'accord en fonction, parce que beaucoup de choses, parce qu'au moment où on signait l'accord, il y avait beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, c'est-à-dire que la situation du centre, au moment où on signe l'accord, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la situation du centre. Et aujourd'hui, la situation du centre est plus préoccupante que la situation du nord. Maintenant, il faut prendre tout ça en compte. Pour prendre tout ça en compte, maintenant, il faut actualiser l'accord. Maintenant, il y a certains points, c'est impossible de les appliquer, on les enlève. Et on va amener d'autres points en fonction de la situation sur le terrain. Ok. Lafia, que faut-il faire pour surmonter le blocage actuel? Bon, qu'on fasse ce qui devait être fait. D'abord, cantonner tous les groupes armés, les désarmer, les démobiliser et s'attaquer au volet politique de la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, ce que Païtao dit, c'est une bonne chose, le fait de faire venir tous les groupes armés. Mais l'inconvénient de cela aussi, c'est que ça risque d'amener
d'autres groupes armés, d'autres personnes à prendre des armes pour dire qu'ils sont groupes armés. Et là, on ne va pas en finir. Malheureusement, on a connu cela parce qu'après la signature de l'accord, il y a certains groupes qui sont venus, on sait d'où. Ils disent qu'ils n'ont pas signé, mais ils sont des groupes armés. Maintenant, est-ce qu'en allant à ce rythme aussi, on ne va pas créer d'autres groupes armés? Maintenant, une autre solution, il serait très difficile, à mon avis, de renégocier cet accord-là. Dans la mesure où... L'accord même voudrait qu'on puisse quand même remodeler quand même l'accord selon les convenances du moment. Bon, les convenances du moment, convenances selon qui? Parce qu'il y a plusieurs enjeux dans cet accord aussi, quoi. Voilà. Voilà pourquoi je dis qu'il faut aujourd'hui que c'est-à-dire que tous les acteurs aient la même vision. On veut aller à une paix réelle. Parce qu'il c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui le gouvernement qui voit aujourd'hui que, c'est-à-dire que son honneur, son intégrité, voilà, maintenant veut qu'on aille rapidement. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des groupes armés qui vraiment trouvent leur compte dans ce chaos-là, dans ce désordre-là. Maintenant, il faudrait faire la part des choses. Ça, c'est très normal. Il faudrait faire la part des choses. Il faut aujourd'hui... C'est-à-dire que, mais si on actualise l'accord aujourd'hui, selon les convenances du moment, aujourd'hui, les convenances du moment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la situation en 2015, lorsqu'on signait cet accord, c'est la même situation aujourd'hui. Ça, c'est, voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est nécessaire que les acteurs, c'est-à-dire que se mettent à table et discutent. Maintenant, comment il faut ramener la paix. Et maintenant, à partir de cet instant, on a déjà, c'est-à-dire un répertoire de tous les groupes armés et on procède, c'est-à-dire au cantonnement. Parce qu'après le cantonnement, c'est en ce moment qu'on va définir qui est qui, c'est-à-dire que peut circuler avec les armes sur cette partie du pays. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est... Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je signale que vous suivez en ce moment le forum de la presse de ce vendredi 14 septembre avec nos invités Boubacar Païtao, il est journaliste à l'hebdomadaire d'information aujourd'hui. Lafia Di Mafa Sinaba est journaliste écrivain à l'Éveil Hebdo et Suleiman Drabo est ancien éditorialiste à l'Essor. Vous voulez continuer avec vos propos? Non, bon, je voulais juste dire que, juste après, voilà, c'est-à-dire que l'intérêt du cantonnement. Parce qu'après le cantonnement, on va redéfinir maintenant qui et qui peuvent circuler avec les armes sur cette partie du territoire. Très bien. Voilà. Alors, Suleiman Drapo, votre proposition de piste pour surmonter le blocage? Bon, en fait, c'est pas une proposition, c'est juste rappeler ce qui se passe actuellement. Les réunions du comité de suivi de l'accord ont été bloquées depuis le mois de juin. Mais il y a un chronogramme assez intéressant d'actions à mener qui avait été élaboré durant le premier trimestre de cette année. Et donc, ce chronogramme était en train d'être appliqué au moment où les réunions du comité de suivi de l'accord ont été bloquées. Bon, après, il y a eu la campagne pour la présidentielle. Donc, les réunions de ce comité de suivi vont reprendre, à mon avis, en ce mois de septembre. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que le rapport du comité de sanctions de l'ONU est tombé. C'est un rapport qui est très instructif et très édifiant lorsqu'on le lit. Il fixe des responsabilités, il cite des noms des responsables qui sont en train de bloquer l'accord de paix. Ce ne sont pas des responsables de très haut niveau, mais ce sont des responsables secondaires, si vous voulez, qui sont cités dans le rapport. Et l'ONU se propose, le Conseil de sécurité se propose de prendre des sanctions contre ces personnes si elles continuent à freiner l'accord de paix. Ça, déjà, c'est un progrès par rapport au mécanisme qu'on avait jusqu'ici, parce que la communauté internationale qui sert dans la médiation n'avait aucun moyen de pression concret sur les groupes armés pour les amener à collaborer. Le rapport, tel qu'il est conçu actuellement, c'est un nouvel outil aux mains du Conseil de sécurité pour faire avancer les choses. Et lorsque moi je vois la réaction des groupes armés après la publication du rapport, tous les groupes armés se sont défendus pour dire que non, les accusations qui figurent dans le rapport sont des accusations infondées. Donc elles ont été sensibles. Non à la menace des sanctions, les sanctions d'interdiction de voyage ou bien de blocage de comptes, je pense que ça ne leur fait ni chaud ni froid.
Mais le fait que le Conseil de sécurité peut les retirer du processus de paix, ça, c'est plus difficile pour elles. Donc, je pense que le fait qu'il y ait un nouveau gouvernement qui entre en fonction, qui va commencer à travailler, que les réunions du Conseil de suivi de l'accord vont reprendre et qu'il y a la menace au-dessus de la tête de ces groupes armés du Conseil de sécurité de l'ONU, ça fait quelques éléments qui peuvent nous faire penser que bon, il y a des progrès qui vont reprendre. Mais il faut que ces progrès soient significatifs pour qu'on puisse dire que l'accord de paix commence à avancer. Si ce n'est pas significatif, bon, je crois qu'il faudra que l'ONU prenne des fonctions. Troisième et dernier thème du forum de la presse, opération réussie pour 4 enfants maliens qui souffraient de maladies cardiaques. Ils sont sortis des services de réanimation du nouveau centre d'opération chirurgicale cardiaque inauguré cette semaine. Alors, Souleymane Drabo, quel est votre avis sur ce service qui vient de voir le jour ici au Mali? Mais c'est un cadeau extraordinaire pour les enfants malades de notre pays. Parce que le professeur Diarra qui dirige l'hôpital mère-enfant avait dit que l'hôpital avait en main 2700 dossiers d'enfants qui étaient malades du cœur, qui étaient en attente d'opération. Je vous rappelle que les opérations n'étaient possibles qu'à l'étranger, pris en charge par divers bailleurs de fonds, parmi lesquels la chaîne de l'espoir qui logeait les enfants en France et qui prenait en charge leur opération. Donc, tous les enfants malades étaient soumis à ce rythme-là. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'ont pas pu attendre que leur tour arrive d'être soignés. Ces enfants sont morts entre-temps. Donc, l'arrivée de cet hôpital qui va faire des interventions sur ces enfants à un rythme assez élevé et qui va en même temps faire de la formation pour les chirurgiens maliens dans cette spécialité précieuse, je crois que c'est une arrivée que tout le monde doit saluer. Alors, Lafia, est-ce que vous partagez cet avis? Ah oui, je partage cet avis-là. Je suis très content le fait que cette unité a pu voir le jour. Moi-même, ma nièce a bénéficié de cela. Elle a été opérée à l'étranger à travers l'hôpital mère-enfant. Donc s'il y a une telle unité chez nous, je pense que c'est une très bonne chose. Chapeau au professeur Diarra et à ses hommes. Okay. Oui, bon, je me rejoins à la voix de mes confrères. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que de telles structures qui est très rare en Afrique, parce qu'à part quelques pays en Afrique, voilà. Mais le bémol certainement que je pose, c'est que un investissement de 2 milliards, alors que en face de nous, on a des dossiers de plusieurs centaines de milliards de manque à gagner. 2 milliards pour juste sauver plus de 2000 enfants, c'est ce qui me fait très mal en tant que citoyen tout court. Sinon, c'est-à-dire que l'initiative en tant que telle, elle est vraiment à saluer et chapeau, c'est-à-dire aux donateurs. Pourtant, il a fallu plus de 50 ans pour que le Mali puisse disposer quand même d'un tel plateau médical. 2 milliards. Okay. Parce que c'est pas... J'insiste sur le 2 milliards, quoi. C'est-à-dire que 2 milliards... Donc, vous pensez que le Mali est en retard sur le plan de couverture sanitaire? Oui, pas seulement en retard. C'est parce que 2 milliards, c'est insignifiant pour un gouvernement. Faire un investissement de 2 milliards et sauver 2000 enseignants, c'est-à-dire 2000 enfants, moi, de mon point de vue, on n'a pas besoin d'attendre, c'est-à-dire que la donation d'une ONG pour cela. C'est ça qui me fait mal en tant que citoyen. Parce que 2 milliards, il faut faire un investissement de seulement 2 milliards pour sauver, c'est-à-dire des milliers d'enfants. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire d'attendre, c'est-à-dire une ONG pour ça. Okay. Alors, Souleymane Drabo, à entendre Boubacar Peïtao, il semblerait qu'on est en retard. Est-ce que, selon vous, la couverture sanitaire fait partie quand même de la volonté politique ici au Mali? Souleymane Drabo, Lafia, est-ce que
vous pensez que la couverture sanitaire quand même fait partie de la volonté politique? Oh, je ne pourrais pas dire cela à 100%, puisqu'il y a quelques efforts, mais je pense qu'on aurait pu faire encore mieux. On a vu, les médecins sont allés en grève, qu'est-ce qu'ils demandaient? L'amélioration de leurs conditions de travail, les conditions de vie, le plateau technique. Malheureusement, ils sont allés en grève et des milliers, pas des milliers, des Maliens. Beaucoup de Maliens sont morts. Donc je me dis que quelque part, ça doit aussi interpeller les consciences. Quand on gouverne, quand on dirige, c'est pour le bien-être des populations. Maintenant, est-ce que c'est la priorité? On va le dire de l'autre côté, mais à mon avis, tel n'est pas le cas. Quand on regarde aujourd'hui l'état de nos structures de santé, c'est vrai, les agents en tant que tels, ils font des énormes efforts, mais il faut reconnaître qu'ils travaillent dans des conditions vraiment très, très difficiles, pénibles. Mais quand on voit les dirigeants se faire évacuer quand même à l'étranger, faut-il vraiment espérer que le pauvre soit soigné de manière adéquate au Mali? C'est là où je pense qu'on doit faire. Je pense qu'il y a un pays voisin qui a institué cela, que l'ensemble des dirigeants, des responsables, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui puissent se soigner, exiger cela d'eux. Et je pense qu'en exigeant cela en contrepartie, cela va demander à ceux qu'on puisse aussi améliorer le plateau technique. Je pense que les gens vont beaucoup plus à cause du manque, le fait que le plateau technique n'est pas à la hauteur. Donc je pense que si on parvient à instaurer cela, ça sera une très bonne chose. Sinon, c'est vraiment regrettable. Encore dans nos États, il y a de ces maladies pour lesquelles on meurt, à mon avis. On ne doit pas en mourir. C'est vrai, la vie, c'est Dieu qui la donne, celui qui la prend, mais il y a de ces maladies, on ne doit pas en mourir. Ok. Souleymane Drabo, est-ce que selon vous, la couverture sanitaire fait partie de la volonté politique au Mali? Je pense que oui, mais dans tous les pays africains, il y a un dilemme entre est-ce qu'on travaille sur l'extension de l'accès à la santé sur tout le territoire national, c'est-à-dire qu'en installant des CESCOM, des centres de santé un peu partout, ou bien est-ce qu'on dépense de l'argent pour des unités de pointe comme le centre qui vient de s'ouvrir pour les opérations à cœur ouvert. Donc c'est un dilemme qui touche tous les pays africains. Mais moi, je dois rappeler aussi que même en dehors des équipements, je veux dire des locaux ou bien des machines, il y a un coût. Je crois que le professeur Diarra avait expliqué qu'il fallait à peu près 5 000 euros. Le coût de l'opération d'un enfant, c'était à peu près 5 000 euros. Donc, à plus de 3 millions de francs CFA. Donc, il faut trouver, en plus de l'installation de l'hôpital qui est là, des équipements et des hommes qui sont là, il faut trouver cet argent pour soigner les enfants. Donc, quand on prend la situation de nos États qui sont soumis à des priorités multiples, on se demande même comment on va s'en sortir. Alors, Boubacar Païtao, rapidement, est-ce que quand vous remarquez quand même que les dirigeants se font évacuer à l'étranger, est-ce qu'il faut vraiment espérer que le pauvre soit soigné de manière adéquate au Mali? Oui, bon, moi je l'ai tout le temps dit, parce qu'on continuera à vivre cette situation tant que nos dirigeants, les décideurs, parce qu'en fait c'est eux les décideurs, c'est eux qui doivent décider et c'est eux qui ont la possibilité de décider d'ouvrir ces genres de centres. Maintenant, tant qu'eux, ils ont la possibilité, c'est-à-dire que d'aller se faire soigner ailleurs, c'est-à-dire qu'on continuera toujours à vivre, c'est-à-dire que ces situations, c'est malheureux et c'est comme ça. Voilà. Et vraiment, moi je pense qu'à l'état où nous sommes, parce qu'il faut, aujourd'hui, aucun ministre, aucun député ne va penser à améliorer le plateau technique de nos hôpitaux, parce que même pour les maux de tête, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller ailleurs. Merci beaucoup, Boubacar Païtao, journaliste à l'hebdomadaire d'information aujourd'hui, Lafia Di Mafa Sinaba. Merci, vous êtes journaliste écrivain à l'Éveil Hebdo. Merci beaucoup à vous, Souleymane Drabo, ancien éditorialiste à l'Essor. Ainsi prend fin ce forum de la presse de ce vendredi 14 septembre. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur
au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction des studios Tamani et mise en onde par Philippe Dambélé. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et la coordination était assurée par Mohamedou Touré. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.